Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Les vacances d'été se préparent et sans surprise, avec le Covid, vous êtes nombreux à privilégier les destinations dans l'Hexagone. Et si vous échangiez votre maison pour voyager, c'est le thème de notre dossier du jour. Avant d'entendre nos invités à ce sujet, nous partons retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Salut Anne Fantet et bonjour à tous. D'ici la fin de l'émission, je peux vous garantir que vous ne verrez plus jamais les tracteurs de la même manière. Je suis à la société MX à Assigné, en Ille-et-Vilaine. Et vous allez découvrir aujourd'hui les coulisses d'une entreprise de métallurgie qui embauche énormément de monde dans la région. Et vous allez, Frédéric, bonjour. Bonjour Evan. Nous expliquer un peu ce que vous faites. Vous ne fabriquez pas le tracteur en lui-même, mais tout ce qu'il y a à l'avant. Absolument. Alors on fabrique les équipements de manutention qui transforment le tracteur en engin de manutention. Alors par exemple, ce chargeur, on parle d'un chargeur ici, ce chargeur permet de lever des charges de plus de 4 tonnes voilà, à 5,50 m. Et alors ce qui est assez dingue, c'est que le chargeur il reste sur le tracteur et c'est cette petite partie qu'on va venir changer en fonction du besoin. Plus que ça. En fait, on peut dételer ce chargeur en quelques dizaines de secondes, qui rend le tracteur complètement indépendant. Et puis après, on peut mettre des centaines d'outils différents. Et en fait, c'est un véritable couteau suisse pour l'agriculteur. Il transforme son tracteur en engin de manutention. Alors, on va rentrer dans le showroom pour voir un petit peu plus l'étendue de la gamme. Merci. MX, c'était une petite entreprise qui est devenue grande. Racontez-nous un petit peu comment ça a commencé. En bref, c'est une entreprise qui a 70 ans cette année. Elle a été Bon fondée... anniversaire, vous les faites pas. Merci. Elle a été créée en 1951 par Louis Mahieu, ici à Assigné. Et puis, petit à petit, c'est une forge qui faisait des charrues au démarrage et qui s'est lancée dans le chargeur avant. Donc, elle a innové à l'écoute de ses clients agriculteurs, très proche des clients agriculteurs. Et vous voyez juste derrière ce premier chargeur qui date des années 63. Voilà. D'accord. Et alors maintenant, la gamme, elle s'est étoffée. Et aussi, vos équipes, il y a combien de personnes qui travaillent ici ? Voilà. Alors, on est 750. Mais en fait, MX est toujours une entreprise très familiale, avec dans le monde maintenant plus de 1000 collaborateurs, dont 750, vous l'avez dit, ici à Assigné. Et vous vendez dans le monde entier ? Et on vend dans le monde entier avec une raison d'être. En fait, ce qui nous anime tous les matins en nous levant, c'est de faciliter le travail de manutention des agriculteurs. Et ça, on le dit, c'est noble. C'est enthousiasmant parce qu'on travaille pour les agriculteurs. Et alors, par exemple, alors ça, c'est un plus petit équipement. Présentez-nous quelques outils pour les novices. Alors, ça sert à quoi ? Alors ça sert pour les gens qui font de l'espace vert. Il existe des petits chargeurs et des gros chargeurs. Sur les tracteurs qui font 10 chevaux, les plus petits, ce qu'on voit dans nos jardins, et puis les plus gros, comme vous avez vu dehors, qui font 400 chevaux. Et donc, on a une quarantaine de gammes de chargeurs différents et plus de 300 outils différents. Alors des outils, on a parlé d'un porte-outils qui permettent de tout faire. Exemple, ça fait un gros râteau. Une benne multiservice qui permet de curer, de ramasser tous les éléments dans la ferme. Et ça, c'est fait c'est fait ici. Tout est fait ici. En fait, on a quelque chose d'important ici, c'est qu'on est on fabrique tout en interne. On a internalisé, on fabrique ici. On conçoit, il y a le bureau d'études, on industrialise, on fait les essais avec des clients, testeurs qui sont des environs. On fabrique, on peint, vous allez le voir peut-être tout à l'heure, et on monte, on distribue, tout ici. On est très intégré. Alors ça, c'est notre stratégie. Ouais. C'est notre stratégie d'être intégré. Et on en est fiers. Eh ben, je vois ça, mais vous avez bien raison, le Made in France, c'est l'avenir. Vous recrutez aussi beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler, et on va se retrouver dans quelques minutes de l'autre côté du site pour vous faire découvrir un scanner à tracteur. J'ai hâte de voir, ça promet, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et c'est bientôt les vacances d'été. On vous parle ce matin d'une nouvelle façon de voyager. Et si vous échangiez votre maison, quelques éléments de réponse. Je dirais qu'on fasse un échange de maison cet été. Excellente idée, mais il faut avoir confiance. Près de 40 000 Français échangent leur maison pour les vacances chaque année. Un succès grandissant car adieu les frais d'hébergement. Seul coût à prévoir, l'adhésion au site internet qui vous permet d'accéder aux offres d'autres candidats à l'échange. Comptez de 75 à 300 € pour l'année, il existe même des sites gratuits.
2 options existent. L'échange simultané ou différé dans le temps. Pratique quand vos dates de séjour ne correspondent pas à celles de votre hôte. Les sites proposent également un paiement et une rémunération sous la forme de points. À chaque fois que vous invitez quelqu'un à occuper votre maison, vous gagnez des points et à chaque fois que vous réservez une maison, vous en dépensez. Et rassurez-vous, l'échange de maisons est globalement très sûr. La réciprocité crée la confiance. De plus, l'adhésion aux principaux sites inclut une garantie logement qui prend en charge d'éventuels litiges, des dégradations et en cas de non-conformité ou d'annulation, vous êtes relogé ou dédommagé. Échange de maison, le bon plan vacances. Et avec nous pour en parler, Charles-Édouard Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Home Exchange, leader mondial de l'échange de maisons et d'appartements entre particuliers. Valérie Naour, vous avez sauté le pas, vous habitez Saint-Lunaire, vous nous raconterez votre expérience. Maître Audrey Balugoujou, vous poserez un petit peu le cadre législatif sur la question. Et tout à l'heure, nous parlerons concert dans le jardin. Un autre plaisir estival avec vous, Jérémy Simon. Bonjour à tous les quatre. Alors nous sommes à quelques jours des vacances d'été. Est-ce que les échanges de maisons vont bon train sur votre plateforme Home Exchange? Alors, tout le monde a envie de partir aujourd'hui. Je pense, surtout avec le contexte actuel. Voilà, avec le contexte actuel, tout le monde a envie de partir. Donc oui, les échanges marchent très très bien depuis qu'on a annoncé le déconfinement. Et pour cet été, il y a aujourd'hui un accroissement par rapport à 2019. On ne compare plus du tout à 2020. Maintenant, 2020 est derrière nous, mais c'est de quasiment 70% en France du nombre d'échanges sur l'été. Alors, la Bretagne est la région la plus populaire en France cet été avec 42 000 nuitées, c'est ça? Qu'est-ce qui explique finalement cet attrait pour notre région? Alors moi qui suis un peu breton, je ne comprends même pas la question. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir... Ça, c'est le chauvinisme breton. Ça. Voilà. Non, c'est vrai que les autres années, c'était plutôt le sud de la France, mais je pense que depuis 2 ans, on le voit avec la période de l'année dernière, en fait, il y a eu un besoin de 2 choses, c'est d'avoir sa maison à un endroit donné et d'avoir du calme. Voilà. Et je pense que la Bretagne, la deuxième région étant l'Auvergne, peut-être que la Bretagne et l'Auvergne sont des grandes destinations de vacances et qui, dans l'imaginaire des gens, vont vers cette image-là, c'est-à-dire un peu de tranquillité. Et évidemment, il y a la mer, il y a plein de choses magnifiques en plus. Valérie Naour, quels sont les retours des hôtes que vous avez accueillis chez vous à Saint-Lunaire? Déjà que c'était une région magnifique, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, puisque moi, en habitant Saint-Lunaire, il y a beaucoup d'activités balnéaires et puis des fêtes tous les week-ends, des fest-noz, etc. Donc les gens sont enchantés, et puis il y a beaucoup d'attraits touristiques, des attraits naturels et puis des attraits de visite. Donc des excellents commentaires. En fait. Tout est parfait en Bretagne. Et d'où viennent ces membres qui se rendent en Bretagne, Charles-Édouard Girard? Alors aujourd'hui, ils viennent plutôt du sud, justement. Ouais. Ils viennent donc de PACA, ils viennent d'Occitanie. Voilà. Et après, je crois qu'il doit y avoir un mélange entre l'Auvergne. Un petit peu cette année. Voilà, on va avoir peu d'étrangers cette année. Globalement, aujourd'hui, la répartition habituelle, en France, on part à 65%, on part en France. C'est à peu près ça. Et aujourd'hui, on est plus proche de 80%. Donc les Français sont à 80%. Et à l'inverse, il y a quelques Européens. Il va y avoir des Espagnols, je pense, des Italiens. Mais ça reste assez marginal. On doit tourner autour de 6-7%, je pense, d'étrangers qui viennent sur la France. Alors dites-moi, Valérie Naour, comment êtes-vous tombée dans le bain de l'échange de maisons? Parce que j'imagine que ça n'arrive pas comme ça. On ne prête pas sa maison du jour au lendemain. Presque. Ça s'est fait en fait par nécessité, puisque ça fait donc 12 ans, il y a 12 ans que nous avons pris notre premier abonnement à une plateforme d'échange. Et à l'époque, nous avions deux ados et une petite. Et l'année précédente, les vacances s'étaient pas forcément très très bien passées parce qu'on n'était pas logés dans de bonnes conditions, et que faire cohabiter tout le monde pour que les vacances se passent bien, c'était un petit peu difficile. Donc on a sauté le pas parce qu'on avait du temps, mais peu de moyens on n'avait pas les moyens à la hauteur de nos envies. Et donc on a fait un premier échange en Toscane, et à quelques kilomètres de Florence. Et là, ça a été formidable. Et les enfants s'en souviennent encore, des glaces tous les jours. Et les paysages magnifiques aussi. Oui, voilà, mais les adultes... enfants s'en souviennent moins des paysages. les adultes, nous, on a beaucoup apprécié tout la richesse de la Toscane, mais ce dont se souviennent les enfants, c'est que chacun avait sa chambre, on avait le moyen d'aller au restaurant, de manger des pizzas, on avait les moyens de payer une glace tous les jours, voilà. Et ça s'est bien passé. Après, on a continué. Et à l'inverse, la première fois où vous avez laissé les clés de votre appartement, ça a dû être stressant un petit peu, non?
On a une appréhension, mais on a échangé avec des personnes qui avaient l'habitude de faire. Donc en fait, les appréhensions se sont évanouies au fur et à mesure qu'on a posé des questions. Et puis ça paraissait tellement simple pour les personnes avec qui on échangeait au départ par écrit, que on s'est laissé porter. On s'est dit s'ils ont l'habitude de faire, ça a l'air facile. Donc on va faire comme eux, on va faire comme si on était habitué aussi. Et voilà, on a pris les conseils qui étaient donnés par le site de réserver un petit cadeau d'accueil, de préparer correctement la maison. Et puis après on a fait quoi. Alors, on va quand même poser un petit peu le cadre juridique. Maître, est-ce qu'il existe des règles, d'ailleurs spécifiques, pour échanger sa maison ? Mais non, il n'y a pas vraiment de contrat ni de législation, ça reste encore confidentiel. Il n'y a rien dans le code Rien du tout. Alors si, il y a toutes les réglementations civiles, de responsabilité habituelle, mais non, pas de cadre. Donc moi, je vous invite alors, soit à plutôt aller voir vers les plateformes, comme ça on a une aide et puis tout un process à respecter. Bien prévoir, hormis la période de départ, mais prévoir aussi ce qui est mis à la disposition, ce que comprend la maison, est-ce qu'on met à disposition son véhicule, est-ce qu'il y a une piscine, un peu peut-être les règles de vie aussi, surtout si on est en copropriété, le règlement de copropriété. Et justement, quand on n'est pas propriétaire, est-ce que je peux échanger mon logement si je suis locataire ? Oui, c'est possible, oui. Il faut bien regarder dans votre contrat de location s'il y a des exclusions à la sous-location. Et s'il y en a une, vous pouvez quand même interroger votre propriétaire. Il vaut mieux avoir un accord écrit quand même du propriétaire. C'est possible ça, de faire appel à des personnes qui sont en location ? Logiquement, il peut y avoir certaines clauses d'exclusion et souvent sur les logements sociaux, il peut y en avoir. Mais dans un logement normal, même en location, on doit pouvoir le faire parce qu'en fait, on a un droit de prêt de sa maison, on a le droit d'inviter qui on veut. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, si c'est un peu, si la relation avec son propriétaire est un peu précaire, il est toujours préférable de lui demander. Mais comme on reste dans un cadre où on n'économise pas, on ne met pas d'argent en jeu, et en fait, on a le droit de le faire. Heureusement, votre propriétaire ne peut pas vous empêcher quand même de recevoir ce qui est pour vous et ce qui devient pour vous souvent des connaissances et même parfois qui devient des amis. Je ne sais pas si Valérie, c'est devenu, mais en tout cas, c'est des fortes connaissances ou des gens en qui on a confiance. On a le droit de les faire venir chez soi. Alors, on a reçu des témoignages de nos téléspectateurs. On va écouter le témoignage d'Élodie qui échange sa maison depuis 6 ans. Bonjour, ma famille et moi, nous pratiquons l'échange de maison depuis 6 ans. Nous avons déjà réalisé 16 échanges en France et à l'étranger, États-Unis, Canada ou Irlande. On adore accueillir des familles venues du monde entier pour leur permettre de découvrir l'Auvergne. On peut voyager léger, même avec des enfants, puisque quand on arrive dans une maison, tout est déjà sur place. On peut vraiment s'imprégner d'une culture puisqu'on vit comme les locaux. C'est également très économique puisqu'on économise le prix du logement ainsi que la location de voiture si on fait un échange de voiture. Et personnellement, on a fait des découvertes magnifiques et de très belles rencontres, donc on n'imagine plus voyager autrement aujourd'hui. Ce que l'on comprend, Valérie Naour, c'est que c'est vraiment finalement une vraie question d'état d'esprit. Oui, il faut effectivement avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, il faut être confiant aussi. Il faut être confiant en la nature humaine. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas chez les autres ce que je ne voudrais pas qu'on fasse chez moi. Si on a cet état d'esprit-là, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et puis, il faut aussi être un petit peu curieux. Et avoir un peu de temps aussi, parce que c'est pas comme quand on clique pour réserver du temps au temps, boum, cliquer, sortir la carte bleue. Là, Comment ça se passe finalement, le premier contact, le premier échange ? Bonjour, je suis Valérie. Avec mon mari, Claude, nous aimerions beaucoup arriver chez vous. Globalement, c'est quelque chose comme ça. On essaye de faire un message un peu vendeur, en ayant l'air sympathique avec les mots. Et puis, après, il y a une rencontre en visio, j'imagine. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ah oui. Parfois au téléphone, mais pas forcément en fait. Okay. Et donc dès les premiers échanges par message, par message, on sent si ça va coller ou pas en fait. Oui, même à distance, sans avoir le visage, les expressions. Non, mais en fait, personnellement, moi, j'ai pas besoin de ça. Alors là, récemment, jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup téléphoné. Puis là, récemment, les personnes ont exprimé le besoin de se téléphoner. Bon, on s'est téléphoné.
mais c'est pas plus important que ça en ce qui me concerne. C'est vrai que ce mode de voyage, il reste quand même marginal, ça peut faire peur. Enfin, moi, je m'inclus dedans parce que je trouve ça complètement aberrant. Mais c'est peut-être que je me manque d'une ouverture d'esprit, mais qu'est-ce qui peut faire peur? Je ne dirai pas ça, je ne permettrai pas. Non, mais c'est assez marrant, on le voit... En fait, on le voit dans ça, c'est ce qui est important, c'est on donne un peu de soi quand même. Il est clair que quand on écrit, on ne dit pas « bonjour, je veux réserver de telle date à telle date ». Ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi l'échange de maison se passe aussi bien que ça ? Il n'y a jamais de problème, parce que tout simplement, justement, les gens ont pris le temps de prendre contact. Et les seuls petits problèmes qu'on a, finalement, ce n'est pas de la faute des gens, c'est un peu de la faute de la plateforme, c'est qu'on ne devrait pas les mettre en relation. Donc, c'est des gens qui ont des écarts sur la propreté, sur la communication, sur le rangement. En fait, c'est les trois principales sources de problèmes, c'est rangement, propreté et communication. Communication, c'est que si on fait un message sympathique, on s'attend à recevoir un message sympathique. Et il y a des gens qui sont plus froids, plus immédiats dans leur message. Pareil sur la propreté, il y a des gens qui sont très 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 stricts. Eux, il faut qu'ils posent 2-3 questions pour comprendre que la personne en face, est-ce qu'elle a la même vision. C'est pas des gens, dans aucun des cas, ils sont horribles. C'est juste qu'on fait des échanges souvent avec des gens qui nous ressemblent, parce que c'est ce qui nous rassure. Et donc, il faut trouver ces éléments. Et nous, on essaye de le faire à travers la plateforme. Il y a un peu on dit souvent un peu d'intelligence artificielle pour que les échanges se fassent bien entre les personnes. Et on donne un peu de soi. C'est-à-dire on donne qui on est. Et ça, c'est très important. Et après, il y a une communication. Alors, soit par écrit. Souvent, c'est vrai... Valérie a raison, c'est que dans plein de cas, on peut donner juste avec quelques éléments. C'est-à-dire déjà le fait de se présenter, c'est vrai qu'on ne fait jamais ça en location. Vous faites une location, je vais réserver telle date à telle date. Là, le fait de dire qui on est. Vous racontez votre famille, ce que vous faites, pourquoi vous vous rendez là-bas, c'est ça ? Exactement. Et dire, et souvent, il y a un petit mot sur la maison, voilà, j'ai trouvé votre maison jolie, etc. Et ben, ça montre qui vous êtes un peu quand même, parce que en fait, vous ne vous donneriez pas ce mal si vous étiez là juste pour voyager comme ça. Donc il y a un petit peu de soi, et après, naturellement, le contact se fait. Et nous, pour aussi être très clair, c'est que nous, derrière tout ça, on garantit tout. C'est-à-dire que s'il y a un moindre problème, si pendant vos vacances, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est cassé, moi, mes enfants et moi-même, on est assez maladroits, je casse toujours quelque chose. Évidemment, les gens ont tendance à soit le remplacer, moi c'est ce que je fais, mais on a aussi des garanties. Si c'est un peu cher, c'est nous qui prenons en charge. S'il y a un canapé qui a été cassé, s'il y a quelque chose, ça c'est la plateforme. Si vous avez bien pris votre abonnement, voilà, la plateforme va vous rembourser de tous ces éléments. Et justement, sur cette question des assurances, on a cette question d'Élodie. Écoutez. Je fais des échanges de maison depuis bientôt 5 ans avec ma petite famille. Et ma question concerne l'assurance en fait des véhicules, parce qu'à 2 reprises, nous avons échangé avec une famille espagnole et une famille norvégienne. Et en même temps que notre maison, nous avons prêté notre véhicule. Je m'étais renseignée auprès de mon assurance à ce sujet, qui m'avait informé que chaque assurance prenait en charge son assuré et que je n'avais pas de démarche à faire. Et donc je voulais savoir si ces conditions s'appliquaient à toutes les assurances automobiles ou si chaque assurance avait ses propres conditions en la matière. Merci. Ça, c'est une question pour Maître Balugonjon. À quoi faut être vigilant, en tout cas au niveau des assurances, quand on se lance dans l'échange de maison ? La première assurance, c'est la multirisque habitation, parce que ça nous assure sur notre vie au quotidien, mais aussi sur les dommages qui peuvent être portés à la maison, aux biens immobiliers. Et puis la deuxième, oui, c'est les véhicules. Alors, il faut contacter son assurance, parce qu'il y a des nuances d'une assurance à une autre. Donc, il faut bien regarder ce qui est couvert, vérifier les franchises. Alors, si vous passez par une plateforme, il y a des réglementations qui sont posées. Mais si vous passez en direct, il faut aussi prévoir entre vous qui paiera la franchise. C'est ces points-là qu'il faut bien vérifier. Vous pouvez aussi contracter une assurance complémentaire pour justement pallier de façon plus large les défauts de votre assurance et puis la limiter, par exemple, au temps de la location, 1 mois, 3 mois. Comment vous accompagnez sur les questions administratives, Charles-Édouard Girard ? Quand il y a eu... Alors, nous, déjà, on ne s'occupe pas du tout de la voiture. C'est clair qu'il y a, il doit y avoir, je crois, c'est entre 15 et 20% des gens qui prêtent leur voiture. Pourquoi on ne veut pas le faire ? Parce qu'en fait, la voiture, c'est, tout le monde le sait, c'est l'endroit où il y a le plus de problèmes. Parce que quand on conduit, qui que ce soit, quand il conduit, il y a des problèmes. Et on ne le fait pas. Pas sa voiture. Voilà. Même quand... Et aussi parce que pour pouvoir le faire, il faudrait pouvoir, nous on fait des échanges dans plein de pays, dans plus de 160 pays quand même, il faudrait pouvoir assurer dans 160 pays. Et ça, on n'est pas capable de le faire, il faut être immatriculé dans chacun des pays, il y a plein de réglementations sur l'assurance. Donc la voiture, on la laisse à côté et on conseille vraiment ça, c'est-à-dire que de bien demander. En France, on est très bien couvert, donc il y a beaucoup d'assurances qui vous couvrent, même si c'est un de vos amis qui conduit. Je voyais, il y a
y a quelque chose de la Maïf, pas très loin, là j'ai vu ça dans la gare de Rennes, la Maïf assure ce genre de choses. Je vois que la Massif c'est pareil, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'assurances qui permettent de le faire. Mais il y a plein de pays, et c'est pour ça qu'il faut poser la question, c'est pas le cas du tout. Voilà. Sur la partie habitation, nous globalement, on couvre le même risque, parce que en fait, on voulait proposer aux gens qu'ils ne soient pas dépendants de leur multirisque habitation. Donc si vous avez quelque chose qui est cassé, s'il y a quelque chose qui est... nous on va jusqu'au vol, s'il y a quelque chose... Les 2-3 cas qu'on a eu de vol, c'est des gens extérieurs. Vous êtes dans la maison et il y a quelqu'un qui cambriole la maison. En fait, vous n'y êtes pas pour grand-chose, vous avez fermé. Et même, on a eu le cas et on avait fait un geste commercial parce que la personne avait laissé ouvert en pensant que c'était un peu comme près de chez elle où on laissait ouvert. Bon, voilà, dans ce cas-là, on va assumer avec notre membre le risque. Mais globalement, il ne se passe jamais grand-chose, mais c'est bien d'être couvert dans ce genre de cas parce qu'on n'a pas envie de passer de mauvaises vacances quand votre hôte ou votre invité vous appelle et vous dit on a eu un cas d'un pare-douche, par exemple, en verre qui était cassé. Un enfant avait joué au ballon, peut-être pas au bon endroit. C'est désagréable de savoir que ça a été cassé. Il faut pouvoir le remplacer. Voilà. Et ça, on s'en occupe. Et en cas de dégradation, Maître Baluc-Goujon, quelle assurance est actionnée? Ça dépend. Alors, en fait. Si c'est une dégradation du bien immobilier, là, c'est la multirisque habitation. Et c'est donc l'assurance du propriétaire. Et si c'est à l'inverse des biens, là, c'est l'assurance du locataire. Donc, c'est bien de demander à la personne qui arrive son permis de conduire, s'il utilise son véhicule, c'est mieux, et les attestations d'assurance. Mais sur les vols, moi, je serais plus prudente parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir démontrer que le vol a eu lieu en réalité, parce que vous avez un bijou ou même un vase qui disparaît, sauf à faire un inventaire à l'après-vert de tout votre mobilier. C'est vrai que ça peut être difficile. Bon, à votre décharge, c'est vrai que nous, on a fait des recherches en jurisprudence, il y en a très très peu, ce qui signifie qu'il y a peu de problèmes. En tout cas, qui ne vont pas jusque devant les magistrats. Peut-être qu'il y a des solutions qui sont trouvées avant. À l'amiable, en tout cas. Je peux juste très rapidement, sur ce point de vue-là, c'est que si vous avez un bien qui est vraiment de grande valeur pour vous, que ça soit émotionnel ou financière, nous, on conseille toujours de le mettre ailleurs, pas parce qu'il peut être volé, mais surtout parce qu'il peut être abîmé. Et si c'est important pour vous, c'est dommage de le laisser. Valérie Naour, quel conseil vous donneriez à ceux qui souhaitent se lancer aussi bien pour laisser les personnes venir s'installer chez vous et à la fois pour trouver une destination? Faire preuve un peu de lucidité et de bon sens. Il y a peu de chances. Enfin, il ne faut pas avoir une idée arrêtée sur la destination. Comme je disais, une maison avec vue sur mer et piscine à Saint-Jean-Cap-Ferrat au mois d'août, il y a peu de chances de la trouver. Donc, mince. Mais pourtant, ça n'empêche pas de passer d'excellentes vacances dans des lieux proches et qui seront plus adaptés. Si on a une maison que je qualifierais de normale, on va faire un échange avec des gens qui vont nous ressembler, qui vont avoir une maison normale. Donc la lucidité et puis l'envie de découvrir des destinations qui ne sont pas forcément les hauts lieux touristiques. Parce qu'on passe d'excellentes vacances partout en fait. Il nous reste 30 secondes. C'est quoi votre prochain échange de maison? C'est où? Ça a failli être la Corse, mais ça a été annulé. C'était bien dommage. Et c'est cet été dans le Luberon et puis les Alpes de Haute-Provence. C'est bien aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau et de nous avoir fait découvrir l'échange de maisons. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan qui s'est rendu aujourd'hui à l'entreprise MX Assigné. Avant de vous emmener voir le scanner à tracteur de la société MX ici à Assigné, vous allez nous expliquer, Vincent, comment votre bureau d'études conçoit les systèmes qui permettent d'équiper les tracteurs. En fait, c'est un peu comme un attelage de caravane. C'est ça. Donc aujourd'hui, MX fabrique des chargeurs, des outils. C'est un peu notre produit standard, donc comme la caravane, on va dire. Et ici, dans le pôle, on développe l'adaptation, donc qui va faire le lien entre le tracteur et le chargeur. Donc l'adaptation, c'est une pièce mécanique. Donc la première étape, c'est de scanner le tracteur, on va aller le voir. Ensuite, on positionne le chargeur sur la 3D. Et entre le chargeur et le tracteur, on va y dessiner une adaptation. Donc c'est de la pièce mécano-soudée en fonction du type de chargeur. On va la tester sous forme d'un prototype. On va la tester sous forme de prototype, oui. Et justement, on va en parler. Alors là, ça va être un petit peu la course. Vincent, je vous laisse rejoindre le scanner à tracteur. Et Mathias, bonjour Mathias. Bonjour. Tu vas venir avec nous et tu vas nous expliquer c'est quoi ton métier, en quoi ça consiste être prototypiste. D'accord, eh bien, moi mon métier en fait ça consiste à faire de l'assemblage mécanique et de la soudure, donc au sein de l'atelier du BE.
Et, du bureau d'études. Ouais, du bureau d'études, ouais. Et après, mon rôle à moi, ça va être d'assurer que les assemblages se passent bien, de valider les montages avec les concepteurs. On travaille en permanence en fait avec les Donc les si j'ai bien concepteurs. compris, tu valides la pièce sur l'ordinateur. Ensuite, vous allez faire un premier exemplaire, le prototype, et toi tu vas le tester dans cet atelier où on est en train d'arriver, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. En gros, je vais l'assembler ou voir faire un outillage pour pouvoir assembler un prototype. Et en fait, après, tout le but du jeu, c'est de valider en fait le montage, comment ça se présente par rapport au chargeur, s'il n'y a pas de collision, de problème. Comment on fait pour devenir prototypiste? Eh bien, moi, je suis arrivé ici en tant qu'intérimaire. Donc, j'ai commencé au sein de la production. Je fabriquais des outils. Des bennes, des masses, toutes sortes d'outils qui s'adaptent sur les tracteurs. Et en fait, c'est un rythme qui me plaisait pas mal, mais c'était un peu plus répétitif que ce qu'on peut trouver dans un bureau d'études. Ce que tu n'as pas dit non plus, c'est que tu as un parcours littéraire, mais on n'a plus le temps d'en parler, mais c'est déjà intéressant de savoir que tu as réussi à passer du littéraire oui, c'est ça, ouais. à ce métier-là. J'ai fait production et après BE. Ouais. Merci Mathias, on va filer découvrir le scanner à tracteur maintenant, puis on te laisse retourner à ton poste de travail. Merci. Vincent, expliquez-nous comment ça fonctionne, ce fameux scanner à tracteur. Donc on a des caméras, les caméras voient le tracteur. Alors comment elles le voient? Elles le voient grâce à des petites pastilles. Donc on positionne d'abord des petites pastilles. Donc ce type de pastilles-là, on les positionne sur le tracteur. Ensuite, on a ici une boule, donc la boule avec des lasers. Ah mais on se croirait à la caisse du supermarché? C'est pareil, en plus grand. Ouais, un peu plus technique quand même. Un peu plus technique. Et donc on voit sur l'écran d'ordinateur que ici. tout est en direct. Donc, et pourquoi est-ce que vous scannez les tracteurs? Il n'y a pas des modes d'emploi des constructeurs? Les constructeurs ont leur propre marque de chargeurs, pardon. Nous, on est un peu un équipementier. Donc les tractoristes ne nous donnent pas les données 3D. Donc on doit les scanner pour faire nos conceptions. Bon, et alors une fois que tout ça est scanné, modélisé en 3D et que le prototype est validé, on lance la série. Et justement, c'est ce qu'on va aller voir elle est en face. Voilà, et c'est ce qu'on va aller voir dans quelques minutes de l'autre côté de l'atelier. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et avec la levée des restrictions sanitaires au fur et à mesure, on peut désormais goûter aux joies des concerts, un plaisir de l'été. Dans notre boîte à idées, on vous propose d'organiser un concert dans votre jardin. Regardez. Ça me manque les concerts. Tu sais qu'on peut en faire un dans notre jardin? Et oui, l'initiative Spectacle vivant dans votre jardin est de retour cet été. L'idée est toute simple, si vous avez la chance d'avoir un jardin, pourquoi ne pas y organiser un spectacle, bien sûr en respectant les consignes sanitaires, à commencer par un nombre limité de spectateurs, 4 mètres carrés par personne. Si cela vous intéresse, il suffit de se rendre sur la page Facebook Spectacle vivant dans votre jardin, saison 2. Tout y est indiqué. En fonction de votre localisation, vous y trouverez des propositions de spectacles ou si vous êtes artiste, des propositions de jardin pour vous accueillir. Luc, pour son plus grand plaisir, est devenu jardinier de la culture l'été dernier. C'est vraiment un projet qui fait du bien. Ça permet aux artistes qui n'ont pas travaillé depuis plus d'1 an, comme moi par exemple, de se redynamiser, de recréer du lien, de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Et puis aussi tous ceux qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, de se retrouver en plein air et d'assister à des spectacles, des spectacles spontanés. C'est vraiment une chance pour la période actuelle et aussi et surtout pour l'avenir. Si vous aussi, le plaisir du spectacle vous manque, faites de la culture en circuit court. Organisez un spectacle dans votre jardin en respectant les consignes sanitaires, ça va de soi. La culture en circuit court, c'est aussi possible en Pays de Lorient. Jérémy Simon, rebonjour. Vous faites partie du collectif Mosaïque qui organise sa 2e édition de Musique au Jardin. Alors, quel est le programme dans les prochaines semaines ? Alors le programme, ou le projet plutôt de Musique au Jardin, donc on est à la 2e édition, c'est de faire jouer les artistes du Pays de Lorient dans des jardins du Pays de Lorient, de mettre en lien
les habitants avec les artistes et d'avoir une structure, le collectif Mosaïque, qui encadre cela. Et donc on a 17 concerts, peut-être 18, qui seront joués sur une période d'à peu près un mois, donc du 11 juillet au 15 août, avec une variation d'esthétique musicale. Et vous parliez de spectacles vivants dans les jardins. On a également invité David Latini, qui est un clown et qui a l'initiative du projet dont vous parliez. Donc voilà, c'est très varié, il y a un petit peu de tout. Et quels ont été les critères qui vous ont permis de choisir finalement ces artistes? Parce que c'était aussi une volonté de les soutenir. Alors, le projet de départ était pour le collectif Mosaïque d'aider les artistes professionnels du collectif à s'en sortir tout simplement l'année dernière dans le contexte que tout le monde connaît. Et donc, les critères aujourd'hui sont que la moitié de la programmation est assurée par des artistes du collectif et l'autre moitié par des artistes du Pays de Lorient qui sont, donc, ce sont soit des duos ou des trios qui sont à grande majorité intermittents du spectacle et voilà, qui habitent sur le secteur. Évidemment, on a eu plein de demandes d'un peu partout en Bretagne, voire en France. On ne peut pas assurer les spectacles pour tout le monde. Et au niveau des styles musicaux, c'est quelle tonalité ? Alors, il y a aussi bien des musiques du monde que du jazz, que du rock, que des musiques traditionnelles. On a sur la programmation de cet été, par exemple, dans les artistes du collectif, le duo Nijadel qui est déjà venu sur votre plateau, donc c'est plutôt musique traditionnelle bretonne revisitée. Vous avez Laurine Bassignani qui est une jeune chanteuse pleine de talent qui sera pour la première année. C'est très éclectique en fait, si on comprend. Il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tout. Un duo classique avec Rosemonde, Alice Kayati, chanteuse lyrique. Vous avez Yannick Calori. Programmation. Racontez-nous un peu les coulisses. Comment ça se prépare un concert en jardin? Est-ce que c'est aussi minutieux que dans une salle? Ça demande beaucoup de temps? Alors, l'avantage du collectif Mosaïque, c'est que nous sommes un collectif d'artistes. Et donc, on connaît les besoins, surtout artistiques, et puis de gestion du public, sachant qu'il y a des contraintes. Cette année, encore plus par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Et donc, les besoins, c'est d'avoir un jardin dégagé avec un espace suffisamment grand. On a demandé cette année aux accueillants de disposer d'au moins 250 mètres carrés sans végétation. Ce qui veut dire que le jardin peut être plus grand, mais avec tout simplement parce que on se doit de respecter un nombre de mètres carrés par spectateur. On amène les chaises. À peu près suivant les jardins, cette année on est entre 50 et 80 spectateurs. Donc ça se remplit très vite. On peut voir sur certaines photos de l'année dernière. Et donc on fournit les chaises. On sera obligatoirement assis aussi, oui, j'imagine. Assis, forcément, forcément. Et puis il y a toute une logistique. Il faut désinfecter les chaises, faut accueillir les gens. C'est aussi de l'organisation qui s'ajoute en plus à la préparation du concert. C'est ça. Est-ce que vous allez privilégier finalement des ambiances intimistes ou ça va quand même bouger un peu? Globalement, le jardin invite très sérieusement à la rencontre. Et c'est ce qui est finalement le positif dans cette période, c'est qu'on est amené à réinventer des nouvelles solutions. Et cet échange, on parlait tout à l'heure des échanges de maisons, amène beaucoup plus de liens humains entre les personnes. Et donc oui, c'est plus intimiste dans l'approche. Par exemple, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle L'Évrier, qui est un groupe de rock celtique, où là on est sur des scènes 10 000, 15 000 personnes, où le rapport est moins direct. Mais là, dans ces petits concerts, on arrive à avoir un rapport, je vais dire vrai, même si le rapport est toujours vrai, mais plus authentique. Donc oui, c'est intimiste. Et l'accueil, il est plutôt bon du côté du voisinage, ça va? Toujours très bon. En général, les voisins font partie, oui, c'est ça, font partie. En fait, l'accueillant, même si le collectif Mosaïque se charge de la communication pour attirer du public, les accueillants, on leur prépare un mail qu'ils envoient à tous leurs amis, à toutes leurs connaissances, qu'ils peuvent déposer dans les boîtes aux lettres des voisins. Donc en général, c'est le prétexte pour se rencontrer. Et comment on fait pour accéder à la billetterie? On va bientôt avoir des dates précises? Oui. Alors la billetterie donc est en ligne sur le site collectifmosaïque.com, donc le site internet du collectif. Et puis pour les dates, c'est relativement simple. Ce sont tous les mardis, vendredis et dimanches à 20h, du dimanche 11 juillet au dimanche 15 août.
Charles-Édouard Girard, quand est-ce qu'on va lancer un concept échange de maison plus concert en jardin? Voilà, j'étais en train d'y réfléchir. Oui, c'est vrai, sérieusement. Non, mais ça, c'est une super bonne idée. Je trouve que ça fait exactement partie de ce que nous, on aime. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée entre les personnes, qui est beaucoup plus fort que quand on est dans des endroits de masse, quoi. Nous, on a un tourisme un peu plus responsable comme ça, et un tourisme de proximité, et ça ressemble exactement à ça. Je vous laisse prendre contact exactement, pour continuer la discussion. Merci beaucoup, en tout cas, Jérémy Simon, pour ces explications. Et on vous souhaite une très belle deuxième édition. Allez, partons retrouver à présent Evan qui s'est rendu ce matin à Assigné. Cette émission est dingue. Jamais je n'aurais cru qu'un tracteur nécessitait autant de travail. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette usine. Il y en a plusieurs au sein de MX. Tout à fait. Sur Assigné, il y a 3 usines, unité 1, 2 et 3. Et donc la partie fabrication de la matière première jusqu'à la peinture, je suis responsable de l'unité 1 et 2. Oui. Voilà, et ici vous fabriquez justement les pièces une fois qu'elles ont été validées, un peu plus tôt avec l'équipe du bureau d'études comme on a vu. Donc ces pièces, elles sont là et vous allez nous parler des différentes machines qui permettent de concevoir les pièces de ces tracteurs. Tout à fait. Suivez-moi. Alors allez-y, ça c'est quoi? Donc là, on va être sur un poste qu'on appelle une plieuse. Donc c'est Sébastien est plieur de métier et son métier consiste à utiliser cette machine qui va, avec ses 400 tonnes de puissance, plier la machine, plier plutôt la pièce, l'acier. On est sur du 15 mm d'épaisseur et donc il va déformer la matière pour lui donner une autre forme et la forme voulue par la partie conception que vous avez vue juste avant. Et tout ça sans chauffer la pièce? Non, c'est ce qu'on appelle de déformation à froid. C'est vraiment, on prend la matière, on l'étire, on la plie pour lui donner la forme, mais à froid. Alors c'est un métier pour lequel vous recrutez ici? C'est un métier tout à fait qui est très important, stratégique chez nous, parce que c'est un métier qui demande de la rigueur, qui demande aussi une bonne visualisation, conception dans l'espace. On va déformer des pièces, déformer des pièces et fabriquer des pièces en 3 dimensions. Très important la conception en 3D. Autre machine, juste ici, qui a l'air hyper technologique. Alors ici, on va être sur un poste qu'on appelle centre d'usinage. Et donc on a Davy qui est usineur de métier. Le principe de cette machine-là, c'est de usiner, enlever de la matière avec des forêts, des fraises. On va faire des trous, on va faire différents, ce qu'on appelle des lamages, donc différentes formes, en enlevant de la matière, enlevant des copeaux de la matière de la pièce. Et donc ces trous-là vont servir à fixer les pièces sur le tracteur ensuite. Alors dites, avec toutes ces machines, on continue la visite, avec toutes ces machines, vous devez avoir de la capacité pour en produire des pièces pour ces équipements de tracteurs, justement. Nous avons de la capacité, mais elle n'est pas suffisante par rapport à la demande que l'on peut avoir en ce moment. On a une croissance à 2 chiffres. On est vraiment en forte croissance, notamment sur l'export, sur des clients tractoristes. Donc, il nous faut investir sur des nouveaux moyens. Et on a, par exemple, sur les 4 prochaines années, 30 millions d'euros d'investissement sur des nouveaux moyens, nouvelles machines, du bâtiment, et aussi des moyens d'organisation digitale, énormément d'investissement. Alors justement, les machines c'est bien, mais si vous voulez vous développer, il vous faut des hommes et des femmes. Hop, on traverse, ok. D'autres métiers peut-être sur lesquels vous recrutez? Tout à fait. Les machines, on a vu des plieurs, on a vu des usineurs. Là, on est en train de voir un soudeur. Sans ces personnels... Moi, je ne serais pas soudeur, ça me fait peur. Oui, soudeur. Donc le soudeur, un poste très important. Et on recrute aussi énormément de soudeurs. Ce sont des métiers qu'on appelle pénuriques, parce que ces métiers-là ont été parfois dévalorisés. Or, ils sont très importants. C'est notre matière première que l'on va utiliser, les soudeurs, les machines, pour réaliser des produits derrière. Donc oui, on recrute, on recrute des techniciens compétents, mais aussi débutants, pour pouvoir réaliser nos produits. Et on en voit un exemple ici. Il y a aussi de la peinture, du montage, mais on a déjà quasiment plus le temps d'en parler. Mais en tout cas, il y a énormément de postes ici à pourvoir. Exactement, on recrute à peu près 30 personnes par an. Et des apprentis également. En tout cas, je vous invite à aller sur le site de l'entreprise MX, d'envoyer votre CV. On vous répondra. Et je vous invite aussi à ne pas rater nos prochaines émissions, puisqu'on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Moi, je vous laisse. Je crois que je vais aller acheter un tracteur sur le Bon Coin. Très bien. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. Retrouvez dans quelques instants la météo, puis votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Merci.